Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot? Au contraire, un sale boulot. Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Selon Christophe Dejour, médecin du travail, psychiatre et psychanalyste, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Et pour les artistes, où seraient les points de bascule qui font qu'un artiste peut réellement s'épanouir et surtout peut durer? Yvon Lemaine, poète, a toujours exercé le métier de poète, même s'il a mis quelques années avant de pouvoir en vivre pleinement et décemment. Nous allons revenir sur ce trajet et en explorer les raisons, les modalités, les joies, mais aussi lui restituer les exigences, les contraintes et les aléas qui en font partie. Dans notre précédent entretien avec Yvon Lemaine, on avait commencé à voir une embellie dans la vie d'un jeune poète qui veut vivre exclusivement de sa poésie. On va maintenant voir comment les choses se sont mises en place, notamment avec Jean-Louis Goupil, président de l'association Chant Manuel, et on va creuser la question de l'écriture. À partir du moment... Alors c'est intéressant d'ailleurs d'apprendre à... Parce que entre 20 et 30, disons, c'est à la fois la jeunesse et... ça a un côté, alors, avec une vie atmosphérique, hein, comme je disais. Et ensuite, parce que l'âge détermine les choses aussi, et le corps aussi, physique et tout ça. Et donc un jour, on se dit, non, là, il faut que ça change. Bon, et donc à ce moment-là, Louis intervient, et il me dit, on va organiser une possibilité. Et Louis, donc, en créant l'association, il était le président. Il a fait en sorte que je n'ai pas à faire ce que je ne voulais pas faire. Je me suis occupé de rien sur le plan. Je lisais même pas mes fiches de paye. C'est pour ça que quand Pôle emploi m'a accusé de tricher, j'ai trouvé ça gonflé parce que je lisais même pas mes fiches de paye. J'étais pas membre de l'association, etc. J'ai une confiance totale en Louis, mais j'ai de la chance d'avoir confiance dans les gens. Ça, c'est notre mère qui nous a donné ça. Et moi, je trouve que si je me suis fait avoir, c'est peut-être, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça m'a donné beaucoup plus confiance, ça veut dire foi commune dans quelque chose. Et du coup, Louis, il m'a permis, lui était fonctionnaire, il m'a offert, en me protégeant économiquement, il m'a offert d'être un peu plus libre. Personne n'est libre vraiment. Hein. La liberté, même, je reviens à la métaphore de la tempête, mais la liberté, c'est aussi la solitude. Personne t'attend, tu fais ce que tu veux, mais personne t'attend non plus. Hein. Et c'est comme si on disait qu'un SDF qui va où il veut, il est libre, pas du tout. Quoi. Il est dépendant de ses jambes, de ses pas, du temps, etc. Et donc non. Mais c'est la liberté à laquelle je tiens, moi, c'est une liberté avec les autres. On voit le travail de lui, on le comprend. Ton travail à toi, écrire, peut-être je vais le poser la question autrement. C'est très compliqué de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Moi, hier, j'ai été sur un bateau et c'était moi qui en savais le plus. J'étais surpris. Toi, tu sais écrire des poèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir écrire des poèmes? Quelles sont les compétences? C'est un mot déjà un peu bizarre. Mais par quoi il faut passer? Par quoi il faut se transformer? En quoi il faut se transformer? Quel dispositif il faut avoir autour de soi? Comment il faut se bousculer? Par quoi il faut être traversé? Non pas par Dieu ou quoi que ce soit, mais pour écrire des mots, les aligner, les juger, les évaluer et entendre, ça sonne pas, etc. Est-ce que tu pourrais dire des mots là-dessus? En plus, tu fais de la poésie, tu fais aussi des récits, tu as fait des disques même, bon tu chantes pas, mais il y a les musiciens autour.
Après, on pourra en parler quand même aussi. Tu as diffusé d'autres poètes ici à Lannion, etc. Est-ce que tu pourrais décrire toute cette machinerie interne pour donner à comprendre par quoi tu passes et quel est ton métier, ouais. Ben, comme tous les métiers, alors là on est au moment où c'est techniquement possible, économiquement possible, donc c'est plus facile. Tout en sachant quand même que l'intermittence, c'est pas non plus une sécurité absolue. On avait 10 mois et demi de sécurité, je crois. Il fallait avoir assez de contrats pour, etc., continuer. Mais à côté de ce que j'avais vécu, c'était rien. Et donc après, alors, dans l'écriture, il y a deux choses. Il y a la raison. Il faut quand même une raison d'écrire. Il y a des poètes que je connais qui écrivent parce qu'ils aiment écrire, disons. Moi, non, pas forcément, parce que quand tu écris, tu es à ta table, tu es coincé, il fait beau dehors, tu as un ami qui veut te voir, tu dis non, bah non. En fait, en gros, tu te retires pour être avec les autres après, quoi. Tu dis l'écriture, c'est la solitude et l'absence, et la scène, c'est la présence et le partage. Donc, heureusement, moi, j'ai les deux, ça équilibre. Si je faisais qu'écrire, je deviendrais fou. Donc la scène me permet parce qu'un livre est lu des fois longtemps après avoir été écrit, tandis que la scène c'est tout de suite et maintenant. Ça c'est génial. Et les gens t'applaudissent, enfin en général. Donc ça a une récompense quoi. Hein. C'est vraiment, psychiquement c'est très 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 équilibrant par rapport à l'écriture. Alors quant à l'écriture, mes premiers livres ils sont nés comment on pourrait dire ça de la vie que je vivais, quoi, d'une certaine façon. Et puis un jour, c'était en 83, d'ailleurs c'est marrant, ma vie commençait à être enfin pas tout à fait, non, 86, oui, je venais d'avoir ce logement-là. J'habitais au centre-ville de Lannion et j'avais besoin donc de quitter le centre-ville, quoi. Donc j'allais tous les jours sur le chemin de Halage, qui est en bas de ma maison ici, en bicyclette. Et je me suis dit, tiens, mais je me balade, mais j'avais l'impression de rien foutre. Parce que moi, je suis un peu obsédé par le travail quand même. Et je me suis dit, j'aimerais bien rapporter quelque chose de ces balades. Voilà. Et donc, j'ai pris un petit carnet et un crayon. Et j'ai commencé à écrire des petits poèmes qu'on appelle des haïkus, mais qui n'en sont pas au sens strict 5, 7, 5 syllabes, mais avec l'esprit c'était en juin, je me rappelle, je suis allé jusqu'en septembre. Et j'ai ramené 400 poèmes et j'en ai gardé 62. Et en lisant à peu près aussi autour de ça des poèmes, des livres sur la nature, sur des sciences naturelles, de la poésie japonaise, puisque quand même ça venait un peu de là. Donc, et c'est la première fois que c'était pas un livre, d'une certaine manière, né d'un deuil, d'une séparation amoureuse, de la pauvreté. C'était un livre qui m'a d'ailleurs fait arrêter de fumer, parce qu'on écrit aussi quand on est dehors avec le nez, avec les pieds, avec les jambes et tout ça. Et j'ai arrêté de fumer. J'ai repris après, mais j'ai arrêté à la fin, enfin. Et donc, est venu un livre qui s'appelle Le chemin de Halage. C'est 62 petits poèmes très courts. Et j'ai découvert un autre espace et une autre raison d'écrire, qui est plutôt une raison, là, positive. Je vais prendre d'autres exemples. Il y en a deux, là. Le poème que tu as lu en entrée, donc tu as un ami qui a une maladie très grave et qui est condamné à regarder le ciel. Et toi, tu en fais métier de vivre. Bon. C'est une fulgurance peut-être, peut-être pas. Comment est-ce que s'il y a quelque chose à dire sur cette fulgurance? C'est une chose. L'autre chose, à l'opposé, tu vas à Maurepas dans une zone, des HLM occupés principalement par des étrangers qui sont pauvres forcément parce qu'ils débarquent et donc ils vivent dans des appartements. On entend l'eau de respirer qui est au-dessus, etc. Et t'en fais un long. Moi, je vois quasiment un récit, mais c'est un poème. Hein. Et là, il y a une matière qu'un sociologue en aurait fait autre chose. Toi, ça fait ça. Et donc, comment cette transformation passe entre quelqu'un, un ami très proche, qui est en train de mourir, et t'en fais un texte qui raconte ce qu'il vit, lui, parce qu'il vit malgré tout, et il veut vivre en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Tu le transcris superbement. Et comment ça se passe pour transformer une cité en un récit presque haletant, enfin, qu'on a envie de lire. Alors, c'est pas venu tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, dans mes poèmes, et le chemin de l'âge a joué
pour ça. Le départ, c'était plus moi, quoi. Je. Voilà. J'ai appris, heureusement, à passer du moi au je et donc au nous, et donc au tu. Et donc maintenant, à la limite, dans ce que j'écris, c'est l'autre qui m'intéresse. Vraiment. C'est d'ailleurs ce que j'écris en ce moment aussi, ou les autres. Mais pour ça, il faut être assez... il ne faut pas être envahi par sa propre vie, quoi, quand même. Et donc, écrire, l'autre avantage de l'écriture, c'est que ça permet de comprendre sa vie, de pas la perdre non plus, parce qu'une fois qu'un poème est fixé dans un livre, il est là, quoi. C'est pas, il est plus, ce dont il est issu n'est plus perdu. Et donc, on peut du même coup, au moins à cet endroit-là, faire des progrès dans sa propre vie, grâce au fait de s'être débarrassé de ce moi-là qui te colle aux fesses depuis que tu es tout petit, quoi. Et donc, tu peux arriver au nous. Et au contraire, même, Maurepas, la force de ce poème, c'est l'autre. C'est les autres, d'ailleurs. Mais j'avais 60 ans quand j'ai été à Maurepas. J'avais commencé déjà un peu. Hein. Je suis allé, j'ai vécu en résidence à Rozé, dans la cité du Corbusier, là, dans la maison radio. Je vivais dans l'appartement témoin. J'avais jamais vécu, moi, dans des tours pareils. Et là, c'est l'inverse de Maurepas, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. C'est totalement isolé. On est dans une bulle quasiment, quoi. Et d'ailleurs, ils n'appellent pas ça des couloirs, ils appellent ça des rues. Et donc là, j'étais d'ailleurs, ce jour-là, quand je me suis installé dans cette tour du Corbus en 2006, et dans ma vie, il y avait une rupture très dure qui m'a vraiment coupé en deux, disons. Et ce jour-là, d'ailleurs, quand je suis arrivé au Corbus, j'étais dans l'appartement, je commençais à mettre une feuille blanche et un stylo, et incapable d'écrire à la main. J'ai arrêté d'écrire à la main, et j'ai commencé avec l'ordinateur. Ça a changé pas mal de choses. Hein. Je n'écris plus mes poèmes à la main, je les écris à l'ordinateur. Je pensais que c'était impossible à cause de l'écran. En fait, non. J'ai mis du temps. Hein. J'ai pris, alors, j'avais 2 ordi. D'ailleurs, j'en avais un avec un... C'est drôle, parce que c'est comme si la technique décidait de quelque chose avec un écran loin de moi, là, comme on est secrétaire. Et là, ça marchait pas. J'étais loin de l'écran. J'ai pris un portable. Et donc, en tapant, j'avais l'impression de taper directement sur l'écran. Et donc, j'avais la sensation d'être près de mon outil, d'être avec mon outil. Ça, c'est intéressant. On fait de la médiologie, là, selon Debray, parce que moi, j'en ai fait. Donc, l'ordinateur, moi, j'ai créé l'ordinateur aussi. L'ordinateur, notamment, c'est le traitement de texte, c'est-à-dire tu peux déplacer les mots, tu peux faire des copier-coller, tu peux te balader sur le web, etc. Est-ce que tu l'utilises? Tu peux utiliser des dictionnaires de rimes, enfin, c'est infini. De quelle manière, qu'est-ce qui a changé en passant à l'ordinateur dans ta façon d'écrire? Alors, donc, mon dernier livre écrit à la main, c'est Besoin de poèmes, sorti au Seuil en 2006. Après, je tapais, quoi, hein, disons, avec une machine qui fait du bruit, là. Qu'est-ce que ça a changé? Alors non, quand j'écris, je vais pas sur le web ni rien du tout. Non, je suis absolument concentré. Voilà. Ce qui a changé, alors il y a 2 choses. Hein, ce qui a changé, mais il y a aussi une illusion, parce que comme c'est propre tout le temps, on peut penser que c'est réussi, quoi. Donc c'est extrêmement dangereux. Alors ce que moi je fais, c'est que quand j'écris un poème à l'ordi, je l'imprime et je le corrige à la main. Oui, c'est très juste à dire qu'un ordinateur, tu imprimes, c'est propre et ça vaut la peine. Or, ça peut être affreux. Et après, l'étape, enfin, c'est pas suivant, à mon avis, c'est itératif, mais à un moment, tu écoutes, forcément. Je sais pas comment tu marches, mais tu imagines que tu le dis, le poème, et tu l'entends. Et là, si tu pouvais parler comme quelqu'un qui accorde des cloches, est-ce que tu aurais un diapason qui te dit quand ça marche pas? Ouais. Alors la musique en poésie, je pense que quand on se perd, le poème a deux chemins. Un, et quand tu le commences, il ne faut pas savoir où tu vas. Tu as une raison de l'écrire, moi toujours, là, pour essayer de comprendre ce qui arrive à mon ami là, qui est très malade, à quoi il peut penser. Et puis je commence le poème, et puis je vais dans un endroit qui n'était pas prévu. Il y a une inconnue, comme en mathématiques un peu. Ça, c'est intéressant vraiment. Sinon, c'est une démonstration. Et c'est de plus en plus comme ça. Je démarre et tout d'un coup, il y a d'autres poètes qui me visitent aussi, parce que moi, je lis énormément. Hein, j'ai lu énormément de poètes, j'en ai interrogé beaucoup. Et donc, des fois, j'ai l'impression que nous écrivons mon poème, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des citations dans mes livres. C'est pas pour montrer que je suis cultivé, c'est parce que une citation intervient pile comme une petite pierre pour tenir un mur encore mieux, quoi.
Donc je démarre mon poème et il arrive où il doit arriver. Il a une sorte d'autonomie quand même. Et ensuite, l'exigence, c'est la musique. Et le rythme, c'est Michel Aubry qui dit ça, le rythme a toujours raison. Et alors le problème de la musique, par contre, quand on sait faire, on peut se répéter et être un peu complaisant, utiliser un outil avec facilité, quoi. Il faut toujours se méfier en même temps de son propre don. Il y a un critique d'art qui avait écrit à propos de Van Vel, justement, un artiste digne de ce nom doit se battre toujours contre son propre style. Or, ce que tu demandes à un artiste, c'est de le reconnaître, de son style. Donc, et donc, quand j'ai écrit Maurepas, par exemple, j'avais jamais écrit ce type de poème. Il y a beaucoup de rimes internes dans le poème. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vie que j'écoute, et une vie, c'est comme un wagon, et l'ensemble, c'est un train qui traverse, d'où l'idée, d'où le sentiment de récit. Parce que ça raconte quand même une histoire, malgré tout. Comment être ensemble, sans se taper dessus, quoi. Et là, par exemple, quand j'ai écrit Maurepas, c'est à la fois la parole des gens, vraiment, strictement, parce qu'il y a un gars qui me raconte qu'il a tué, par exemple, et personne ne le savait. Je lui dis, mais écoute, si je le mets dans le livre, tout le monde va le savoir. Il me dit, mais c'est ce que je veux. Je veux que les gens sachent qui je suis vraiment, et toi, tu sauras le dire. Ça me fait penser à un autre poème que tu as écrit à propos de notre voisin Jean-Claude. Oui. Donc Jean-Claude, c'était notre voisin quand on était petit, qui est tombé sur la tête en mobilette et qui a des difficultés pour parler parfois, mais qui a une poésie, qui a vraiment une poésie. Et tu la restitues. Et tu pourrais en dire un mot aussi, par quel travail, par quelle transformation, par quelles étapes, comment t'entends et comment... parce que je l'ai lu il y a quelques jours, ça marche bien. Et Jean-Claude, il est dyslexique, il est pas analphabète du tout, mais... Quel est le travail, là ? Alors là, pour Jean-Claude, c'était... parce que Jean-Claude, c'est notre ami d'enfance. Il a le même âge que moi. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Sa mère s'appelait Yvonne, la nôtre aussi. Son père Henri, le nôtre aussi. Son père meurt en 64, mon père en 65. Notre mère en 2008, la sienne en 2009. Enfin, et il y a une route qui nous sépare. Donc, quand même. Et donc, là, comment j'ai fait ? Alors, je voulais écrire sa vie, notre vie, un peu. Parce que d'une certaine manière, quand il parle, il raconte toute notre enfance aussi. Du coup, il n'y a plus le problème de la pudeur, quoi, pour moi, de raconter. Parce que quand on a souffert, on ne va pas épuiser les gens avec notre souffrance. On a le droit d'en parler, mais il y a un équilibre, parce que l'autre aussi a souffert, quoi. Et donc là, j'ai trouvé une autre solution. Pour Jean-Claude, c'est vraiment très particulier. J'ai embauché une amie, Thérèse Barden, qui sait écouter les gens et restituer leurs paroles. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien écouter Jean-Claude ? Parce que si c'est moi, on va boire un coup et on finira bourré, quoi. Donc, du genre, tu te souviens, et pouf, allez, encore, remettons un autre. Et donc, Thérèse est revenue au bout de 2 jours avec 100 pages de Jean-Claude. Et comme je le connais depuis toujours, que j'ai de l'affection pour lui, que j'ai une attention à lui, j'ai trouvé dans cette masse de paroles qui auraient pu être un peu n'importe quoi, une histoire. Voilà. Voilà pour Jean-Claude comment ça s'est passé. À Maurepas, c'est différent. À Maurepas, j'écoutais, par exemple, Pascal, celui qui a tué, là, on va dans un resto cambodgien à Maurepas, et puis tout d'un coup, il me dit ce qu'il a fait, quoi. Et c'était vraiment violent, En deux, même, je voulais même plus écouter, quoi. Alors, il y avait une nappe en papier, je commence à prendre des notes, des mots, puis je lui dis, mais écoute, c'est dingue, personne ne sait ce que tu as fait, tu vis en paix avec les gens, il me dit, je veux que les gens sachent qui je suis, quoi, voilà. Par exemple, il y a une famille musulmane aussi dans le livre que j'ai rencontrée. Alors oui, parce que alors j'écrivais le texte avec mon écriture et je lisais aux gens ce que j'ai écrit sur eux. Ça, c'est une question d'honnêteté. Ça, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Par exemple, alors pour Pascal, je lui ai lu, il m'a dit, il n'y a aucun problème, c'est OK. Jean-Claude, c'était pareil d'ailleurs. Il m'a juste dit, puisque son père s'est tué, j'ai dit qu'il a avalé une bouteille de pastis. Il me dit non, il n'aimait pas le pastis. C'était du Porto. C'est le seul truc précis, quoi. J'ai gardé pastis quand même, parce que voilà. Et pour la famille musulmane, je disais à un moment donné dans le texte que leur fille avait 30 ans, elle n'était pas mariée. Et il me dit, ah non, il ne faut pas dire ça, c'est un malheur.
Donc je l'ai enlevé, mais c'était pas écrit comme ça, et c'était un poétique, il y avait un rythme, donc il a fallu que j'enlève 10 vers au-dessus, 10 vers en dessous, pour ne pas dire ce qu'il voulait pas qu'on dise. Ça, je l'ai fait. On va continuer sur le métier, sur les difficultés. On voit pourquoi tu le fais. C'est une question qui s'annule tellement tu en as parlé. On pourra en reparler autrement peut-être. Sur les difficultés, d'abord les difficultés nobles, les difficultés d'écriture, les difficultés. Moi-même, je me suis essayé à écrire. Bon, tu m'as même publié un truc. Deux, ouais, merci. Je sais que s'asseoir sur une table, d'abord corporellement, c'est dur. Enfin, s'asseoir sur un fauteuil devant une table avec un ordi, c'est physique. Et deux, ça marche pas toujours, même pour les pros, j'espère. Quelles sont ces difficultés, et notamment les difficultés. Moi, je crois que quand quelqu'un il fabrique quelque chose, il crée. Si on parle de Céline, par exemple, pour moi, c'est un génie extraordinaire sur Voyage au bout de la nuit et puis Mour à crédit. Et après, j'ai l'impression que c'est une dégringolade totale. Je crois que ça touche beaucoup de monde. Nabokov, Lolita, c'est extraordinaire. Les autres livres, c'est autre chose. Bon. Est-ce que tu n'as pas peur de te casser la figure, tout simplement, ou de... Enfin, comment ça marche, cette inquiétude que ça va continuer, quoi? Tous les livres ne sont pas à la même hauteur, ils n'ont pas la même nécessité, ça c'est clair. Et heureusement, parce que sinon, c'est très puissant. C'est pas grave. Si ça arrive, c'est que j'ai plus besoin, d'une certaine manière. Mais il se trouve que la vie, à chaque fois, m'offre l'occasion d'écrire. Mais il y a des choses qui sont pas venues encore une fois, de la nécessité intérieure. Par exemple, j'ai perdu une amie autrefois qui est morte à 39 ans. J'ai écrit L'écho de la lumière. C'est un livre qui s'est très peu vendu. Pour moi, c'est un livre qui est très fort, qui est très silencieux. La première partie, c'est « je » et « tu », puisqu'elle est encore là. Et la deuxième, le « tu » disparaît, donc elle devient « elle ». Il et elle, il n'y a plus de possessif. Je ne peux plus dire « mon », quoi. Mais il existe quand même, par le « elle ». Et c'est un livre qui est publié chez Rougerie. Je ne sais pas combien on en a vendu, mais aucune idée, mais pas beaucoup. Et pour moi, c'est un livre très important. Mais je n'ai pas envie c'est la vie qui a décidé, hein. Oui, en fait, tu prends en compte les différentes intensités et tu n'en fais pas une difficulté, tu en fais quelque chose d'inhérent, enfin, à la vie, ouais, d'accord. Et donc, tu peux écrire à différents rythmes, différentes énergies, etc. Ouais. Si on parle des autres difficultés, celles qui sont pas drôles, quoi. Je sais qu'une fois, par exemple, tu as joué à Guingamp et la personne qui t'a accueilli a mis poète à la place de... Non, elle a mis écrivain à la place de... Je sais plus quoi. Elle a fait une erreur de statut. Le statut dans la fonction publique, c'est énorme, c'est la Tour Eiffel. Donc ça, c'est les difficultés. Il y a d'autres difficultés, il faut relancer les gens, enfin, forcément, il faut se déplacer et tout ça. Est-ce que tu pourrais aussi parler de ces difficultés pour mettre en garde les fous furieux qui veulent faire de la poésie Ah oui. Alors oui, l'histoire dont tu parles, c'est qu'elle avait mis poète et le poète n'existe pas en tant qu'intermittent. Donc j'ai failli être viré à ce moment-là du statut. C'était en 97, je crois. Comment faire avec ça? Alors, tout d'un coup, plus d'indemnité, quoi. Toute une vie change parce qu'il y a eu un mot qui n'était pas juste. Et parce que j'étais le seul poète intermittent. Et du coup, j'ai obtenu le statut de poète-interprète. Mais ça a été un arrêt d'indemnité pendant quelques mois. Quelqu'un du syndicat là, est venu m'aider, là, pour le coup, quand même, discuter. Moi, je ne savais même pas comment faire. Bon, voilà, c'est passé. Mais après, j'ai connu la difficulté absolue par le procès que j'ai eu contre Pôle emploi. Mais autrement, par exemple, j'ai oublié de raconter ça, mais c'est très important. J'ai créé en 92, avec le Carré Magique, les rencontres Il fait un temps de poème. Ça a duré 30 ans, où j'invitais des gens du monde entier à venir à Lannion. Donc là, c'est le directeur du Carré Magique, Roger Leroux, là, qui m'a aidé pendant 5 ans. C'est lui qui s'occupait de tout financièrement. Il payait mes invités. Nous, on devait simplement les trouver. Et après, il m'a dit, je ne peux pas garder un projet comme ça à vie au Carré. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui y arrivent. Et c'est à vous, Jean-Manuel, donc avec Louis, de s'en occuper. Mais il nous a donné le temps nécessaire pour qu'on puisse s'en occuper. Et on a donc eu des subventions sur ce projet du temps de poème. C'était pas énorme, hein, mais c'était parce que Louis, il avait un point de vue sur les subventions. Il disait,
il ne faut pas trop en demander pour que tu ne sois pas non plus lié trop aux gens qui te les donnent. Surtout si c'est des gens dont tu partages pour qui tu votes. C'est encore plus compliqué. Parce que je vote pas pour, j'espère quand même, je vote pour au-delà de moi, quoi. C'est pas pour avoir des subventions, quoi. Et donc on a eu des subventions qui sont pas énormes et qui ont permis, c'est-à-dire que c'est un peu la polyculture. Ça c'est une réflexion qu'on a eue aussi. Donc il y avait d'un côté les rencontres du temps de poème. On continuait mon travail avec les enfants parce que j'adore aller voir les petits CE2, c'est l'âge que je préfère. Après il y a eu les spectacles et puis est arrivé par le temps de poème à Lannion, j'ai invité un jour Michel Lebris, qui a vu le travail que je faisais, parce que je sais lire et écouter et interroger et lire les textes des autres. Il m'a confié la poésie à Saint-Malo en 97, et ça dure toujours. Tu es arrivé à diversifier, donc dans le domaine économique, on dit diversifier. C'est pas difficile d'apprendre un nouveau métier si tout d'un coup tu te retrouves au Festival de Saint-Malo et t'es diffuseur. C'est pas le même métier que d'aller écrire des poèmes. Comment tu l'apprends? Comment on te fait confiance? Comment tu appréhendes tout ça avec excitation? Parce que finalement, c'est aussi notre façon de vivre qui peut t'amener un voyage par l'action. Hein. Comment ça se passe? Ouais. Quand on a créé le temps de poème, c'est Roger, le directeur du Carré, qui me connaissait. Et il me dit, c'est en te voyant vivre ta curiosité des autres, parce que j'avais des relations, j'avais voyagé quand même un peu, j'avais des liens avec des poètes en Europe en particulier. C'était au moment de la guerre en Yougoslavie, je connaissais des gens qui étaient très impliqués là. Et d'ailleurs, le premier invité, c'était quelqu'un qui venait de Bosnie. Alors le problème, la première rencontre que j'ai faite, je l'ai loupée, parce que je l'ai tellement préparée. J'avais lu tout ce qu'on pouvait lire. Et en plus, j'étais comme... j'avais mis des fauteuils comme dans un salon. Où moi je ne suis pas un type de salon. Donc, j'arrêtais pas de bouger. Enfin, bref. Et Roger m'a dit, écoute, là, ça va pas. Tu parles plus que tes invités. Et il me dit, tu mets une table. Tu es à la table de ta cuisine. Tu planques tes jambes, comme ça, on ne les voit pas. Et tu t'appuies comme ça sur l'établi. Et ça ira 10 fois mieux. L'invitation, c'était Pierre-Jacques Célias. Alors là, c'était plein. Le préfet est venu, donc le sous-préfet. La salle était pleine à craquer. Et là, j'étais bon. Là, j'avais bien maîtrisé. Il m'a donné des leçons. Roger, c'est marrant. Lui, il a fait du théâtre. Et j'avais l'impression que je ne savais plus faire mon métier. C'est marrant, hein? Parce que... mais ce métier, je ne le connaissais pas. En fait, je n'avais jamais interviewé les gens. Et j'ai l'impression que je ne savais plus rien, quoi. Zéro. Bon, voilà. Et donc, du coup, il m'a donné des leçons, si je peux dire. J'ai pris les cours. Et j'ai eu raison, et la fois suivante, je tenais bien la chose, quoi. D'où Saint-Malo. Mais à Saint-Malo, par exemple, moi j'ai interrogé Paul Auster, qui est une des plus grandes vedettes du monde. En plus, lui est arrivé avec ses agents, parce que c'est des Américains, hein, c'est un beau mec, efficace, très poli, un peu anglo-saxon. Et là, je me dis, comment je vais faire? Et ce que je sais faire, et je le fais bien, je sais lire des textes des autres. Et donc, j'ai lu un extrait de son livre, d'un de ses livres qui était très peu connu et auquel il était attaché. Du coup, il a dit, ben oui, cet homme, il ne se moque pas de moi. Et j'ai posé des questions assez simples, hein, parce que si je commence à... Par exemple, j'ai interrogé Édouard Glissant, c'est un des intellectuels les plus puissants que j'ai jamais connus. Et lui, je le regardais dans le crâne, je voyais toutes ces neurones qui marchaient, je ne le lâchais pas du crâne. Et c'est un géant, en plus, avec une voix très douce, qui lui pense qu'on peut parler anglais sans jamais avoir étudié l'anglais, donc il a la théorie des archipels et tout ça. Mais si j'interroge quelqu'un en pensant que c'est un génie et que moi je suis en 6e, ça ne va pas marcher. C'est deux êtres humains qui s'interrogent, et même à la limite, Pivot faisait ça très bien, apostrophe, du genre « Ah bon, ça alors? Ah ben zut, alors ça, j'en parlerai à mon coiffeur, quoi. » Bon, voilà. Eh bien en fait, il faut avoir préparer très bien la rencontre quand même, et avoir lu, ça c'est le minimum des choses, et après être à la place où on est, c'est-à-dire on pose une question. Oui, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, oui. C'est d'abord la curiosité et l'empathie, enfin l'empathie au sens où on essaie d'être dans l'autre. Ouais. Et ce que tu dis, moi ça m'est arrivé avec des scientifiques, je comprenais leurs problèmes, leurs questions, et pourquoi ils les posaient, et du coup la personne te fait confiance. Il voit que tu t'es tapé 3 bouquins illisibles. Alors maintenant, quelque chose qui me travaille aussi, c'est une mise en abîme, là. Comment on est travaillé par? C'est-à-dire, tu as dit quelque part, moi j'y crois à mort, le poète fait le poème et le poème fait le poète.
C'est ce que tu fais qui te fait en retour. Alors de quelle manière un poème travaille le poète en retour? Parce que ça met le poème, enfin, plus alors j'avance, si je puis dire, plus pour moi le poème, c'est mettre de l'ordre. De l'ordre dans ma tête, dans mon cœur, dans mon rapport au monde aussi. Et de l'ordre au sens harmonique, quoi, hein, c'est-à-dire musical. Et aujourd'hui, par exemple, comme on est dans un monde extrêmement désordonné, c'est le moins qu'on puisse dire, l'autre jour, par exemple, j'ai eu une idée d'un poème en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre Poutine, Trump, Erdogan, enfin tous les gens la moitié des chefs d'État du monde, qui sont des criminels, et eux, en disant qu'ils aiment leur pays. C'est eux maudits. Et le poème s'appelle Eux. Et en fait, c'est eux qu'ils aiment. Et on n'existe pas. C'est des gens aveugles, quoi. Et donc, si Trump a beaucoup de gens qui votent pour lui malgré tout, et des pauvres, pas seulement, hein, mais aussi, c'est que je me demande comment, d'ailleurs, quand il arrive, c'est une masse, son visage est une masse. Ses yeux sont toujours plissés, tu vois rien dedans. Il hurle avant même qu'on ait bougé. Alors peut-être qu'il donne le visage de la souffrance par la noirceur, quoi, par la violence. Et d'autres donnent et le monde est un peu comme ça en ce moment, malheureusement. Alors, on m'a demandé d'écrire, par exemple, sur l'Ukraine. C'est une musicienne ukrainienne qui m'a demandé, qui s'appelle Natasha Koritskaya, et qui organisait un concert à Paris, à la scène musicale. C'est 10 000 personnes. Hein. Enfin, on était dans la salle moyenne, 2 000 personnes quand même, avec des musiciens très célèbres, des chorales ukrainiennes, et j'étais le seul poète. Et accompagné par Nicolas Repac. Et je me suis dit, mais je lui ai dit, excusez-moi, mais d'où je parle, quoi, de quel droit, quoi. Et mon poème commence comme ça: suis-je encore russe par le poète Boris Pasternak si je suis ukrainien par le poète Taras Shevchenko? Est-ce que je peux être ukrainien tout en continuant à aimer les poètes russes? C'est de plus en plus dur, hein. Pouchkine, il est pour des raisons, à cause d'un roman, La fille du capitaine, qui se passe en Crimée, où il défend les Russes contre les Tatars. Donc sa statue est décapitée. Mais Pasternak, Akhmatova, etc. J'en ai parlé avec des jeunes poètes ukrainiennes que j'ai invités l'an dernier à Saint-Malo. Et il dit, c'est pas notre problème maintenant. Bon. Mais moi, je ne vais pas non plus nier que j'aime, et j'ai découvert l'Ukraine. Je connaissais quand même Andrei Kourkov, là, l'écrivain le plus connu d'Ukraine. J'ai passé quelques jours avec lui en Allemagne il y a longtemps, mais quand même. Donc c'est en écrivant le poème, elle m'a dit, vous pouvez, par rapport à ce que vous avez déjà écrit. Alors je l'ai fait, mais j'ai mis 3 semaines à l'écrire. Oui, je vais revenir sur les difficultés. Je sais que notre mère très aimée t'a dit un jour, mais on t'entend pas. Elle est devant ton spectacle, à la fin elle dit on t'entend pas, c'est énorme. Ou alors une autre fois tu lui lis un poème que toi t'estimes, tu as travaillé dessus, il est très fort. Elle te dit, comme il est court, tu t'es pas foulé. Comment faire avec ce genre de critique, qui vient, voilà, et après on parlera d'autres critiques. Alors, c'est pas un jour, c'est tout le temps, elle me disait, on t'entend pas. Le dernier spectacle où elle est venue, j'avais écrit un poème qui s'appelle Donne-moi des livres qui finissent bien. C'est une cantate il y avait un orchestre de Rennes, il y avait 40 choristes qui chantaient le prénom de papa et maman, Henri et Yvonne. Je descends, alors on t'a pas entendu. Bon, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai même poussé le bouchon plus loin. Un jour, j'avais une chronique dans Ouest France sur la poésie du monde entier. Et je publie un poème basque. Donc, c'était en page culture, c'est-à-dire toute édition. Elle lisait le poème tous les samedis matins. Et le poème raconte l'histoire d'une fille qui en a ras-le-bol de son père, qui est vraiment... qui dit rien, quoi. Donc, elle va se marier ailleurs. Et puis, son père lui fabrique un lit en ferraille. C'était un ajusteur. Ça se termine, je t'aime, non. Bon. Et je faisais toujours une petite entrée pour permettre d'aller au poème plus vite. Je dis breton, basque, irlandais, plutôt crevé que de dire je t'aime. Mais il y a des gens qui se débrouillent en faisant des écharpes de soie bleue et des pulls en laine rose. D'accord. Notre mère. Et j'appelle ma mère le samedi matin. Je dis, bon, comment tu as trouvé le poème? Elle me dit, ah, c'est drôle, il était écrit plus petit cette semaine. Ouest France avait fait un numéro spécial pour que ma mère ne lise pas le poème. Voilà. Donc en fait, quand la critique vient de quelqu'un dont tu es sûr, en fait, c'est pas, voilà, c'est juste, bon,
Ça te gêne pas. Il y a des critiques plus difficiles, parfois qui viennent d'un milieu qui s'autorise. Bon, la Maison de la Poésie, je sais pas, des critiques littéraires, France Culture, etc. Ils s'autorisent, on l'entend des fois au masque à la plume, hein, ils s'autorisent et tout d'un coup ils s'autorisent. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'ont pas compris en fait d'où parle la personne, ce qu'elle veut, etc. Et ça t'est arrivé. Et comment tu fais avec ça, ouais? Alors, oui, maman, c'est vraiment une façon d'aimer particulière, quoi. Voilà. Les critiques d'un monde, parce que je pense que le monde est divisé, qu'on le veuille ou non, en classes quand même, malgré tout. Hein. Il y a des gens qui s'enrichissent au détriment d'autres, ça c'est clair. Et puis en caste aussi, c'est-à-dire, là, c'est pas une question d'argent, c'est une question de milieu. Et il y a certains intellos qui ont réponse à tout, etc., et qui ont un point de vue d'abord critique et pas enthousiaste. Évidemment, certains l'ont dit d'ailleurs que ma poésie était naïve, enfantine, rurale. J'ai même eu une fois un de mes bretonnes. Alors maintenant, effectivement, elle l'est, mais pas seulement. Mais rural, ça c'était le top. Une fois, j'ai eu un livre qui a été refusé chez Flammarion par un directeur de collection qui m'avait dit votre poésie est rurale. Un mois plus tard, il y a Charles-Henri Flammarion lui-même, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, qui me téléphone, qui me dit j'ai dit de votre livre. Je retourne au bureau, et là, j'avais mis exprès un cotten, un vêtement de marin. J'ai dit ma poésie est maritime. Il faut que le gars avait été dégagé et que donc c'est moi qui rentrais. Voilà. Donc ma poésie est rurale. Voilà. Bon. Alors ça m'a fait mal. Hein. Je me suis senti pas à l'aise, pas très heureux et tout ça, complexé, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et puis, grâce à autant de poèmes où j'ai reçu, je crois, 140 écrivains, femmes, hommes, jeunes, vieux, etc., de 40 pays différents, à Saint-Malo, alors là, c'est encore plus immense, ça va maintenant. Mais c'est vrai que ça m'a blessé. Ça m'a blessé et il y a une façon de France Culture, par exemple, pas tout le temps, hein, dans les domaines où je suis ignorant, à la limite, bon, là, mais dans les domaines où je suis plus compétent, je suis plus sévère aussi. Et quand j'entends une façon de parler, un type de voix, comme si on était à 15 mètres au-dessus, ça m'intéresse pas, quoi. Parce que pour moi, le poème, c'est justement le poème, profondément, à la fois, c'est drôle parce que on peut, par exemple, dire il y a un type de gens qui vont lire des romans de Guillaume Musso, ou des romans de Marguerite Duras, ou des romans encore qu'elle ait eu le Goncourt et qu'elle ait fait un carton, ou des romans compliqués, disons, complexes, etc. En poésie, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent de la poésie, mais c'est de tous les milieux. Ça, je l'ai vraiment vécu dans les spectacles et dans les courriers que je reçois. De ce point de vue-là, c'est universel. Mais c'est pas beaucoup de monde. Mais c'est un peu tout le monde quand même, au moins une fois dans sa vie, je dirais, plutôt. Alors que le roman, c'est plus une affaire, c'est aussi une affaire économique. La poésie, non, de toute façon. Alors, mon éditeur, par exemple, Bruno Doucet, qui est à la fois, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour son travail d'éditeur, c'est un chef d'entreprise. Hein. Moi, je vends pas mal chez lui, et donc mes ventes servent à éditer des jeunes poètes qui débutent. Mais il a une exigence quand même, au bout de 2 ou 3 livres d'un écrivain, qui ne perd pas d'argent à l'infini, sinon il ne peut pas durer, quoi. Donc, il a une réflexion à la fois économique et poétique, bien sûr, puisque c'est la vraie raison, c'est celle-là, pour publier ses livres. Mais moi, ça m'intéresse aussi. Je suis soucieux qu'avec moi, il puisse s'en tirer, quoi. Et non seulement s'en tirer, mais que même certains livres permettent à d'autres d'être publiés. Il est honnête, il paye en plus très régulièrement, correctement, enfin, etc. Puisque je suis conscient qu'une aventure poétique comme la sienne, c'est aussi une aventure économique dans le monde dans lequel on est. Mais bizarrement, à cause de parce que maintenant Comment il s'en sort, hein? Il s'en sort correctement avec mais par quel miracle? Il a une intelligence profonde à la fois du monde. Lui, il publie des poètes du monde entier, du monde entier. Et il a une réflexion. Il a même, avec moi, il y a eu l'histoire du Goncourt. Là, il vient de publier une femme, Hélène Dorion. Alors là, c'est impressionnant. Méforêt, qui est au programme du bac pour 3 ans. Il y a 3 poètes. Je crois qu'il y a Rimbaud, Ponge et Hélène Dorion. Il en a vendu actuellement 70 000.
Enfin, là, c'est immense, quoi. C'est énorme. Et le problème, c'est que, et on en a parlé l'autre jour, le succès qu'il a, il faut qu'il réfléchisse dessus, parce qu'un succès peut couler quelqu'un aussi. C'est d'arriver à un éditeur, un ami à moi, Thierry Renard, qui avait Parole d'Aube, ils avaient édité un livre de Comte Sponville, qui a dû se vendre, qui s'appelait L'amour, la solitude, à, je crois, peut-être 100 000 exemplaires, mais c'est une petite maison. Donc il imprimait 3-4 000, et ça, finalement, ils ont perdu de l'argent. Et en plus, les distributeurs le forçaient à publier encore plus, et à un moment donné, on peut s'écrouler par le succès aussi, économique, quoi. Il faut vraiment une immense réflexion qu'a Bruno sur son édition, quoi. Ouais, il fait que de la poésie en plus. Il ne sait pas autrement, ouais, et il s'en sort. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais. On va prendre du recul sur une vie entière. C'est compliqué pour toi parce que tu es né dedans, d'une certaine manière. Un Yvon Le Maine alternatif, parce que ce qui est intéressant, c'est comment un poème transforme un poète. Et comment une vie entière, moi, ce qui m'importe de comprendre dans l'émission là, que j'anime, c'est comment le travail, quand tu es jeune, tu veux fuir le travail, parce que c'est plutôt l'horreur, quand tu regardes de loin, tu n'as pas envie. Et en même temps, c'est nécessaire, et il faut bien comprendre comment le travail amène vers une vie, enfin, quel est le lien entre le chemin qu'on fait et le travail qu'on fait, et comment ça te transforme, comment toi, ça t'a transformé, et s'il y a des figures alternatives possibles, peut-être. Mais... En fait, la question, elle est vraiment intéressante parce que pour moi, mais c'est une question beaucoup plus large, c'est une question philosophique quasiment. Là, c'est autour de ces Camus, quoi, parce que j'ai fait du théâtre une fois à 17 ans avec mon prof de philo. J'ai joué Les Justes de Camus, quand même. C'est une pièce que j'ai lue 5 fois. C'est la fin ne justifie pas les moyens, c'est ça, hein, le terroriste, voilà. C'est une pièce extraordinaire et moi je jouais le héros, Yannick, mais j'étais le héros, quoi. 17 ans, j'avais la tête de l'emploi, enfin bon, c'est facile d'une certaine manière. J'ai revu mon prof de philo, il m'a dit, oui, t'étais vraiment fait pour ça, je savais que t'allais être un grand acteur. Alors je suis pas un acteur, je suis ni un comédien, mais par contre, j'ai élargi ma palette en lisant les autres. Voilà. Et donc, je serais plus comme un musicien plutôt, qui joue différentes musiques, jazz, classique, rock, etc. Et parce que dire un poème, c'est pas du théâtre, c'est autre chose, c'est plus de la musique. C'est un timbre, c'est une intention, j'ai commencé il y a plus de 50 ans, aujourd'hui, je crois que je dirais plus que je raconte un poème plutôt que je le dis, comme on raconte une histoire avec du silence. Et j'ai maintenant la possibilité d'avoir du silence, quoi. Mais c'est 50 ans de boulot. Pour revenir au travail. Le travail au sens le bois travail. Oui, mais ça c'est vraiment intéressant. Et moi j'aime ça, le travail. Parce que, alors quand je parle pour revenir à la fin, ne justifie pas les moyens, revenons à ça, et au niveau d'une vie personnelle, comme tu fais, c'est ce que tu fais. Mais on fait comme on peut. Par exemple, il peut y avoir, c'est pas une vertu la poésie, c'est un art. Un plombier peut être aussi vertueux qu'un poète. Mais le mieux quand même, c'est de tenter que ta poésie soit à la hauteur de ta vie et réciproquement. Elle n'est pas tout à fait à la hauteur, sinon tu n'écrirais pas. Si tu vas un peu plus haut et tu essayes d'atteindre ce que tu as écrit, mais tu peux être dans l'heure qui suit te contredire ce que tu as écrit parce qu'on est fait de briques et de broc. Mais quand même, c'est un dialogue entre ton poème et toi. Et le projet, c'est que la beauté et la bonté se rejoignent. C'est ce que dit François Tcheng dans ses livres 5 études, 5 méditations sur la beauté, où il parle de la bonté. C'est le but, mais c'est le but. C'est difficile, quoi. Et pour revenir au travail, ce que j'aime dans le travail, moi, quand j'ai un projet de livre, comme en ce moment c'est le cas, eh bien, je vais au travail, je me lève à 8 heures, mettons, à 9 heures, je suis au bureau dans ma cuisine. J'écris dans ma cuisine, bien que j'ai deux bureaux. Et jusqu'à 1 heure, je mange et je reprends jusqu'à 6 heures. Ouais. Et donc, mais ce que j'aime, oui, mais ça structure ma journée. Alors, quand j'ai des amis qui viennent, moi, je m'arrête, je vais voir mes amis parce que c'est très important. Mais quand j'ai du travail, c'est agréable parce qu'un livre en cours, c'est un avenir. Moi, j'ai plus ce problème économique. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Je veux dire, je sais que j'aurai à manger maintenant jusqu'à la fin de mes jours, à moins que Poutine débarque à l'Agnon, quoi. Donc, ça, c'est résolu.
Après, il y a d'autres problèmes, la santé, etc., les amis qui meurent, tout ça, ça crée du chagrin, de la fatigue, etc. Mais l'autre, c'est le temps. Ce temps-là. Ce temps, une journée peut être immense parfois. D'ailleurs, c'est Pascal qui dit ça. Le malheur de l'homme, c'est qu'il peut pas. Oui, voilà. Bon. Et en fait, moi, là, je travaille un livre en ce moment avec mon ami qui est malade et on essaye. Il me dit des phrases et je les transforme en poèmes et on dialogue à partir de là. Et lui, il veut que ça. C'est un médecin donc qui en plus qui a été à l'origine des soins palliatifs. J'ai bossé avec lui en fac de médecine de Brest pendant 3 ans. Pour donner des poèmes aux gens qui accompagnent les gens qui vont mourir, puisque la poésie est née quand même, une des raisons de la poésie, c'est la mort. Et donc il veut que, puisque c'est une maladie, Charcot c'est la pire des maladies, il n'y a aucune issue, ça fait 4 ans et demi, 1 an et demi qu'il regarde le plafond, et il veut que ça... il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Fidèle comme une ombre, et la maladie, il veut que sa mort, enfin que sa maladie disent quelque chose, quoi. Et donc, lui et moi, on travaille par les poèmes. Et donc, là, je vais le voir tout à l'heure, mais il n'allait pas bien la semaine dernière. Ce matin, ça va, je l'ai appelé. Et donc, le fait d'écrire un livre donne à mes journées... Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, hein? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? J'ai fait un poème. Et réellement... jamais, quand j'ai écrit un poème, j'ai l'impression que j'ai perdu du temps, quoi. Ça, c'est extraordinaire, mais vraiment. Ça vous vraiment, même financièrement, une fois résolu, hein, le fait de pouvoir pas avoir froid ni faim, c'est extraordinaire. Plus je vieillis de ce point de vue-là, plus je remercie le fait... Alors, j'ai sans doute un don, mais c'est 10%, le reste, d'avoir eu la persévérance, le goût de découvrir chaque jour que c'est pas encore fini, quoi, et que j'ai encore du temps pour structurer ce temps par rapport à la finale du match, quoi, dont je ne sais rien. Et merci, parce que quand je relis le poème, je dis, par exemple, un jour j'appelle Philippe. Je l'appelle le premier de l'an. Je lui dis, écoute, je ne vais pas te dire bonne année parce que j'ai gonflé. Je te dis bonne journée. C'est déjà pas mal. Et il me dit, je lui dis, comment tu vas? Il me dit, je vais mieux, les jours rallongent. Pour un homme dont la vie raccourcit, quoi. Et du coup, j'ai pris cette phrase, les jours rallongent, qui est un lieu commun. Mais si on l'a dit la première fois, c'est Pinocchio, quoi, avec son nez. Comme la nuit tombe, c'est une métaphore. On n'entend rien et pourtant on dit la nuit tombe. Mais c'est une métaphore magnifique. La nuit tombe, effectivement. Hein, c'est quelque chose qui vient du ciel et qui nous coupe l'horizon, quoi. Les jours rallongent. Et je suis parti de cette phrase toute bête, les jours rallongent, pour écrire un poème. Ouais, c'est super. On pourrait conclure là-dessus. Mais on va encore poser quelques questions. Le travail te fabrique vraiment et t'amène à une relation assez exceptionnelle, là, par exemple, avec Philippe, que tu n'aurais pas si tu n'étais pas poète. Tu aurais une autre relation, sympathique, c'est un très bon ami, etc. Mais là, la poésie t'offre un travail avec lui, c'est-à-dire l'occasion de fabriquer quelque chose qui va dépendre à la fois de toi et de lui. Et ça, c'est génial. Ça fait une rencontre. Pour revenir à un exercice plus difficile d'écriture, enfin, qui n'est pas ta spécialité, le roman. Parce que le roman, c'est une autre dimension, il y a d'autres choses, comme le scénario qui se pose d'une manière plus radicale, je crois, les personnages. Comment toi, tu t'y prends pour écrire? Tu en as écrit 2, tu m'as dit, ouais. Comment tu t'y es pris et sur quoi tu es tombé, et puis comment tu t'en es sorti, quoi, comment ça a marché au final? Alors, je suis moins à l'aise dans le roman. J'en ai écrit 2, mais un qui est quand même issu de ma vie, qui est plus de l'ordre de... Je sais raconter des petites histoires. J'ai écrit 5 livres. Le petit tailleur de short, On est sérieux quand on a 17 ans, La Bretagne sans permis, etc. Je sais raconter des histoires. Ça, je sais faire. Mais dans l'imaginaire, qui est une autre façon d'aborder l'autre, je perds pied un peu. Et donc, j'ai écrit un vrai roman. Alors, un vrai roman. Maintenant, il y a le roman autobiographique, le roman... Bon, un roman dans l'imaginaire total. L'idée était très, très chouette. C'était un poème que j'ai découvert, grâce à Philippe d'ailleurs, d'une vieille femme qui est morte à Dieppe en 1981, je crois, et qui dit, ça s'appelle La vieille femme grincheuse, elle dit, je ne suis pas cette vieille femme, j'ai aussi été jeune, moi, alors regarde mieux et tu me verras.
Et je suis parti de ce poème-là, que Philippe m'a fait connaître, pour mettre en face un jeune homme qui, lui, veut mourir alors qu'elle ne veut pas. Et lui est désespéré, et elle voilà. Et c'est intéressant, l'idée. Et c'est un gars que je connais, hein, le gars qui m'a inspiré, qui a essayé de se suicider, enfin bon. Mais mon personnage, il est... Je crois que j'avais un surmoi là qui convenait pas au roman. Je me suis pas lâché. Alors que dans les poèmes, quand je dis je vais vers un inconnu, vraiment vers un inconnu, et donc c'est plus je vais vers un inconnu, plus mon poème est réussi, si je puis dire. Et là, je me suis pas. Et donc du coup, il est un peu rythmiquement, un peu. Il y a des passages qui sont beaux, mais sur le plan des romans que je peux lire, moi par exemple, je me dis il y a quelque chose que je sais pas faire. Et j'ai eu une longue discussion, enfin une discussion incessante avec Björn Larsson, qui est un romancier suédois, sur le roman et le poème. Lui, il dit, moi, les poèmes, bon, et les romans, par contre, lui, il a écrit un livre qui a eu un succès quasiment européen, le Cercle Celtique. Il a dû en vendre 1 million d'exemplaires. Moi, non. Mais maintenant, parce qu'en plus, j'ai voulu y aller parce que je lis des romans. Moi, je lis Michael Connelly, par exemple, le poète, là. J'ai lu presque, je sais pas, 50 livres de Siménon, qui est le contraire d'un poète. Alors, sauf que quand il raconte des miettes de pain sur une table et puis une tartine qui n'est pas finie d'être beurrée, c'est Chardin, quoi. Bon, moi, voilà. Mais maintenant, c'est pas grave. Je sais donc écrire des histoires. La Bretagne sans permis, je trouve que c'est un livre qui se tient, quoi, disons, qui a plusieurs énergies en plus. Puis il y a de l'humour dedans, ça c'est chouette. Mais ça part d'une expérience. J'ai réellement pris, voilà. On m'aurait dit sans aller dans la voiture, j'aurais pas pu écrire ce livre. Donc je suis condamné à l'expérience. Et tant pis pour moi. On va conclure provisoirement sur ce constat. Condamné à vivre pour écrire. Eh bien, longue vie Yvon. Et grand merci pour cet entretien. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.